Dominique Timbakala, vous avez suivi cette conférence tout au long de la journée au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars à Paris. On a entendu Emmanuel Macron sur ce modèle soudanais, ce Soudan qui est en transition aujourd'hui. Mais il y a aussi ce bol d'air financier avec cette épuration de la dette. Que faut-il retenir de cette conférence ? Alors, ce qu'il faut retenir de cette conférence, son objectif, en fait, c'était de faire en sorte que le Soudan puisse à nouveau emprunter sur les marchés financiers pour financer sa reconstruction. Sauf que jusqu'ici, il ne pouvait pas, le Soudan, parce qu'il avait encore des arriérés de dettes auprès des institutions financières internationales, le FMI, la Banque mondiale, etc., ce qu'on appelle la dette multilatérale. Et en réalité, quand vous avez cette dette multilatérale, vous ne pouvez rien emprunter si elle n'est pas réglée. Donc, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont fait un tour de table avec ce qu'on appelle les amis du Soudan, plusieurs pays qui étaient réunis. Et puis, pour vous le dire de façon un petit peu triviale, on a dit, bon, qui veut mettre un petit peu d'argent au pot pour régler la dette du Soudan auprès du FMI? Qui veut mettre un peu au pot pour régler la dette du Soudan auprès de la Banque mondiale? Et ce qu'on a appris ce soir, c'est que tous ces pays-là qui étaient présents, tous ces amis du Soudan, ont pris des engagements pour apurer purement et simplement la dette multilatérale du Soudan. Qu'est-ce qui va donc se passer d'ici le mois de juin? Le Soudan va donc pouvoir demander l'aide du FMI pour restructurer le reste de sa dette, c'est-à-dire sa dette bilatérale, celle qu'il a contractée auprès des pays comme le Club de Paris, par exemple, comme la Chine, bien sûr, et comme les pays du Golfe également. Marc Lavergne, bonsoir. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste du Soudan. Apurer la dette du Soudan pour pouvoir entrer dans la liste des pays très endettés. Est-ce que ce n'est pas, comme l'a dit Dominique Timbakala, est-ce que ce n'est pas le serpent qui se mord la queue ? On n'en finit pas finalement. C'est un peu un passage obligé, c'est quelque chose qui a tardé puisque ça fait maintenant 2 ans que la révolution soudanaise a été engagée, mais il y avait ce problème qui était que le Soudan était inscrit sur la liste des États soutenant le terrorisme par les États-Unis. Ça a été levé en échange de la reconnaissance par le Soudan de l'État d'Israël au mois de novembre dernier. Et donc les choses se sont accélérées à partir de là, puisque la porte a été ouverte par les États-Unis qui tenaient la clé finalement de cette affaire. Maintenant, apurer la dette, eh bien, ça ne met pas d'argent frais dans les caisses, ça ne répond pas aux besoins immédiats du peuple soudanais qui est à bout. Il y a une crise économique et sociale terrible au Soudan, qui est due en grande partie à l'absence de liquidité, à l'effondrement de la monnaie, à l'absence de devises dans les caisses de l'État, et aussi à l'évasion non seulement fiscale, mais de toutes les richesses du Soudan qui sont exportées en contrebande, donc qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Donc ça permet de remettre un peu tout ça à plat, mais aujourd'hui, ce qui va être difficile pour les autorités soudanaises, c'est à la fois de gérer la crise intérieure, de gérer cette crise sociale, de gérer aussi la crise sécuritaire qui reste encore dans les provinces marginales du Soudan, et puis d'aller chercher de l'argent à l'étranger, avec cette confiance renouvelée, reconquise grâce à cette réunion d'aujourd'hui. Mais la population soudanaise, qu'est-ce qu'elle en pense Je pense qu'elle est très indifférente à ce qui se passe aujourd'hui à Paris, où on évoque les temps glorieux, si vous voulez, du début de l'année 2019, avec ce terrorisme de la jeunesse, à Khartoum et dans les villes du Soudan central, mais dans les campagnes où la majorité de la population soudanaise se trouve, des agriculteurs, des nomades, eh bien ça ne résonne absolument pas. Les gens sont confrontés à des problèmes quotidiens de survie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fuel, donc plus d'électricité, plus d'eau, il n'y a pas non plus de produits importés, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de ravitaillement alimentaire. Et en plus, le Soudan, cette année, a eu une invasion de criquets dans une région, des inondations du Nil durant l'été. Et donc, dans les provinces, la sécurité n'est pas rétablie, c'est-à-dire qu'entre les anciens rebelles et les anciens ce qu'on appelait les Janjaouides, les cavaliers du diable qui ont massacré les populations civiles. Les massacres ont repris aujourd'hui au Darfour. Donc on a un peu l'impression d'un gouvernement qui se réunit à Paris, qui est un peu en hyperespace, je dirais, un peu en survol de son propre pays, dans la mesure où il s'agit d'élites qui ont été formées à l'occidental, comme le Premier ministre, qui est un banquier lui-même, comme M. Macron. Donc on parle une langue de banquier, et la population, elle attend finalement de voir revenir les résultats de cette conférence. Donc on verra, on peut espérer qu'effectivement il y ait une sorte de coordination ou bien
de réveil général pour aider ce pays à se sortir de cette situation. Mais je pense qu'il y a beaucoup de doutes encore aujourd'hui dans la population soudanaise. Le Soudan qui est donc en période de transition après la chute d'Omar el-Béchir. On va revenir sur ces dernières années avec Sophie Goldstein et on revient vers vous. La justice traîne au Soudan pour les morts de la révolution et leurs familles. À la nuit tombée, mardi dernier, des dizaines de personnes sont venues se rappeler au bon souvenir des autorités devant le QG de l'armée. Nous accusons Mohamed Hamdan Daglo, son frère et la milice des forces de soutien rapide d'avoir dispersé la manifestation dans le sang et la destruction. Le général Mohamed Hamdan Daglo, que les familles interpellent, le voici à l'époque. Commandant des forces de soutien rapide, une milice redoutée au service du régime. C'est elle qui chasse les centaines de militants pro-démocratie installés depuis des semaines devant le QG de l'armée. 128 morts au moins. Rappel à la réalité brutale pour le printemps soudanais, déclenché fin 2018 par le triplement du prix du pain. L'appareil sécuritaire va cependant réagir. Pour se préserver, il prend ses distances avec le vieux dictateur. Omar el-Béchir est écarté après 30 ans de pouvoir. Mais l'armée a refusé de le livrer à la Cour pénale internationale qui demande à le juger pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. L'ancien milicien Mohamed Hamdan Daglo est aujourd'hui numéro 2 de la plus haute instance exécutive du pays. Le gouvernement, lui, est dirigé par un économiste désigné par l'opposition, Abdallah Hamdok. Cette formation vise à éviter l'effondrement du pays. En octobre 2020, le gouvernement a signé la paix avec les anciens groupes rebelles. 2 ont décliné. Au plan international, Washington a retiré le Soudan de sa liste des États terroristes. L'optimisme né de l'espoir d'une vie meilleure est cependant retombé. La crise économique reste une réalité. Les autorités sont plus que jamais en quête de soutien financier. Marc Lavergne, sans apurer la dette, pas d'entrée dans le concert des nations, Dominique le disait tout à l'heure. Pourquoi la France est-elle à la manœuvre ? Je pense qu'il y a une dimension d'intérêt économique pour la France. C'est-à-dire que le Soudan est un pays qui est grand encore aujourd'hui comme 3 fois et demi la France, alors qu'il a perdu le Sud-Soudan. C'est le plus grand pays d'Afrique avant. Il y a 40 millions d'habitants et tout est à faire au Soudan. C'est un pays où il y a des terres fertiles, où il y a de plus en plus de découvertes de minerais rares. Ces minerais qu'on cherche désespérément partout sur la planète, en particulier pour les batteries de voitures électriques, pour les téléphones portables, etc., le lithium, le cobalt. Eh bien, il y a beaucoup d'indices de ces minerais rares qui sont aujourd'hui concentrés en Chine. Donc il y a une sorte de ruée non seulement de la France, mais de tous les pays occidentaux aussi, alors que les Chinois sont déjà là, ont pris un temps d'avance, en particulier dans le pétrole. Donc il y a cette volonté de relations économiques, de mise en valeur d'un pays qui est vierge, je dirais, mais ça se passe un peu dans toute l'Afrique, simplement au Soudan, il y a cette opportunité historique d'un gouvernement à la fois civil et militaire qui est prêt à discuter et d'un pays qui est aux abois, donc où finalement la France peut espérer exporter des produits. La France qui est en perte de compétitivité ailleurs dans le monde. Donc là, elle joue un atout qui est assez intéressant et important pour elle dans la mesure où le Sahel est à feu et à sang. L'Afrique se délite, en tout cas l'Afrique francophone, et que les regards se tournent du côté du gouvernement plus aujourd'hui vers l'Afrique anglophone, l'Afrique de l'Est. Et donc le Soudan est une zone de transition entre le monde arabe et l'Afrique noire, entre le monde musulman et le monde chrétien qui l'entoure. Donc c'est aussi une équation qui est intéressante pour la France parce que ça n'est pas une colonie britannique, c'est un pays finalement qui est toujours resté à peu près indépendant des puissances coloniales. Et donc les Chinois en ont profité. Aujourd'hui, les Français essaient d'en profiter. Ça n'est pas tout à fait nouveau d'ailleurs parce que Total était là et a découvert la première du pétrole au Soudan. Et il y a toujours eu des relations à la fois politiques, même durant les 30 années du régime islamiste, assez fortes
entre la France et le Soudan. La France s'est faite l'avocate pendant très longtemps auprès du FMI, de l'Europe, des intérêts soudanais, de ce régime islamiste qui était paria. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi la dimension africaine, la dimension d'exemple que la France peut donner vis-à-vis de ses partenaires européens et aussi vis-à-vis de l'Afrique, de sa résilience, je dirais, sur le terrain africain où elle perd pied dans d'autres domaines. Et il faut souligner aussi que c'était le premier sommet en présentiel depuis le début de la crise sanitaire, Dominique, en France. Donc joli coup diplomatique aussi pour Emmanuel Macron et à tous les niveaux. On peut le dire effectivement, joli coup diplomatique pour Emmanuel Macron. Sommet international, le monde entier était présent, toutes les organisations internationales étaient là, plusieurs pays étaient là, l'Arabie Saoudite, la Chine avaient des représentants et c'est Emmanuel Macron qui organise ça à Paris, en présentiel. Et donc là, il devient véritablement, en tout cas aux yeux du Soudan, des autorités soudanaises qui l'ont indiqué comme ça dans leurs propos aujourd'hui, un ami du Soudan. Nous n'oublierons jamais cette conférence, nous n'oublierons jamais ce que la France a fait, c'est un moment historique. Et donc là, effectivement, il prend une place en or dans ce pays qui peut passer pour être un pays neuf puisqu'il revient dans le concert des nations. Et le Soudan a gagné en crédibilité du coup ? Oui, je pense effectivement que les regards sont tournés vers le Soudan, qui est un objet de convoitise, mais qui n'est pas au premier plan en même temps. Hein. Ça n'est pas un pays stratégique, c'est un pays qui est un peu un angle mort aussi de la géostratégie. Mais pour les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui pour les États-Unis, avec la crise en Éthiopie, cette corne de l'Afrique qui s'embrase, eh bien le Soudan peut fournir un exemple de stabilité à l'échelle régionale s'il est aidé. Et le président Macron avait perçu ça dès le début de la révolution il y a 2 ans, puisqu'il avait accueilli déjà à l'époque le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui l'avait patronné finalement à l'ONU, à l'Assemblée générale de l'ONU, et qu'il avait déjà décidé d'apurer une partie de la dette française. Et du coup, ce n'est pas un problème pour la France que les militaires soient au pouvoir ? Eh bien, les militaires, alors c'est un peu curieux parce que les militaires qui ont eu ce pouvoir pendant 30 ans sont toujours au pouvoir effectivement, mais et d'ailleurs on peut s'étonner d'ailleurs que le chef du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah al-Burhan, ait été présent à Paris, alors que d'après les textes de la déclaration constitutionnelle d'août 2020, eh bien il aurait dû céder la place hier déjà. Parce qu'il doit y avoir une rotation à la tête de ce Conseil de souveraineté qui dirige le Soudan aujourd'hui. C'est un gage de stabilité aussi, sans doute. Après, il y a une sorte d'équilibre instable entre les militaires et les civils. Et puis, l'année dernière, on le voyait dans le sujet qui a été présenté, il y a ce monsieur Hemeti, qui est le chef d'une bande de mercenaires qui est plus puissante que l'armée régulière. Et il tient aussi ce qui est aujourd'hui le trésor du Soudan, c'est-à-dire les mines d'or du Soudan. En tout cas, si je peux ajouter un court mot sur cette transition politique hybride, c'est précisément le modèle que la France souhaite promouvoir. Emmanuel Macron l'a dit cet après-midi, il a expliqué que vous soyez là tous les deux, le Premier ministre soudanais et vous, le président de la souveraineté du Soudan, que vous soyez là tous les deux à Paris, ça montre que le Soudan peut être un modèle pour le reste des pays africains. Il a cité notamment le Tchad, il a cité notamment l'Éthiopie. Donc cette alliance finalement entre militaires et civils, on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, manifestement, c'est un modèle que la France souhaite promouvoir aujourd'hui sur le continent africain. Une image forte peut-être à retenir, Dominique? Écoutez, une image forte peut-être, c'est celle de l'arrivée d'Emmanuel Macron avec toutes ces femmes qui ont participé à la révolution soudanaise, toutes ces activistes, notamment cette activiste dont on se souvient qui était habillée en blanc, Alaa Salah, qui haranguait les foules, qui aujourd'hui encore à la tribune a déclamé un poème pour expliquer comment est-ce que c'était l'honneur des Soudanais de défendre leur liberté. Demain, deuxième acte du coup de cette rentrée diplomatique, sommet sur le financement des économies africaines, toujours à Paris. Vous y serez également, Dominique. Comment ça s'annonce ? Écoutez, demain, ce sera une journée donc consacrée au financement des économies africaines. L'idée est assez simple. La crise de la Covid-19 a laissé les économies exsangues, en particulier l'Afrique. Et donc, comment faire pour redonner des liquidités au continent africain ? Alors, on va s'interroger d'abord sur le traitement de la dette. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette dette des pays africains ? Est-ce qu'on l'annule ? Est-ce qu'on la restructure ? Est-ce qu'on la suspend ?
Comment est-ce qu'on fait pour donner des liquidités aux pays africains pour qu'ils puissent consommer, se reconstruire, acheter des médicaments, des vaccins, etc. Est-ce qu'il faut utiliser la planche à billets, comme ont pu le faire d'autres pays, notamment pendant la crise de 2008-2009, donc utiliser des droits de tirage spéciaux? De cela, il en sera question. Et puis on parlera aussi de la façon dont le secteur privé doit être utilisé pour financer à long terme les économies du continent africain. Merci Dominique. À demain. Merci également à Marc Lavergne, directeur au CNRS.